À Paris, le magazine de la ville de Paris. Bienvenue dans À Paris, le magazine des Parisiennes et des Parisiens, numéro 89, pour novembre et décembre 2025 et janvier 2026. À la une, Fluctuat nec mergitur. 10 ans après les attentats du 13 novembre, Paris se souvient. Retrouvez également dans ce numéro, au pas de course, prêt pour la crue du siècle, le programme de fin d'année. Au sommaire de votre magazine À Paris numéro 89, à la carte, à retenir, à découvrir sur le Fluctuat, la croisière s'amuse. À vivre, découvrez la MDPH. À la loupe, à la une, 2015-2025, ne pas oublier. À venir, à quoi ressemblerait une crue de la Seine. À travers l'histoire, le cinéma d'art et d'essai a 70 ans. Que faire à Paris? Décembre en fête. À vous de jouer. Tribune. Et en quatrième de couverture, 13 novembre 2025, place de la République. À partir de 18h, rassemblement pour rendre hommage aux victimes des attentats, déposer une bougie ou une fleur au pied de la statue pour honorer leur mémoire. À Paris, l'éditorial. L'édito d'Anne Hidalgo, maire de Paris. 10 ans après, Paris et la France se souviennent. Ensemble, nous rendrons hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015, à leurs familles et à celles et ceux qui ont survécu. J'ai souhaité avec les associations 13 11 15, Fraternité et Vérité et Life for Paris que ces 10 ans soient marqués par une cérémonie rendant hommage aux victimes, aux rescapés, à leurs familles ainsi qu'à tous les héros qui ont été présents à leur côté lors de cette funeste nuit. Nous en avons confié la direction artistique à Thierry Reboul afin que la culture si durement frappée en 2015 soit au cœur de cette cérémonie. Elle se tiendra jeudi 13 novembre à 18h en présence du président de la République dans le jardin du 13 novembre 2015, place Saint-Gervais, qui sera alors inauguré et sur lequel chacun pourra demain se recueillir. L'événement sera retransmis en direct sur TF1 et France 2 pour que toutes et tous puissent s'y associer. Ces moments de souvenir sont aussi des moments de rassemblement et de partage. J'invite donc chaque Parisienne et chaque Parisien à se rendre place de la République pour accomplir un geste symbolique de mémoire, déposer une bougie, un mot ou une fleur dans ce lieu qui fut, dès le lendemain des attentats, le cœur battant de notre fraternité. Ils pourront également s'y retrouver pour suivre ensemble les cérémonies d'hommage du 13 novembre prochain. Forte de sa devise « Fluctuat nec mergitur », Paris s'est relevé et continue de porter, fidèle à ses valeurs, envers et contre tout, un message de liberté et d'espérance. À la carte. Au pas de course, à Paris, les aficionados de la course à pied représentent une espèce en pleine expansion. Certains courent en groupe, d'autres usent leur basket en solitaire, mais tous se côtoient dans la rue au sein d'un terrain de jeu XXL. Et une chose est sûre, le coureur à pied se plaît à suivre l'eau, qu'il s'agisse d'arpenter les quais de Seine piétonnisés par la rive gauche comme par la rive droite, ou de remonter le canal de l'Ourcq jusqu'à Pantin, Sainte-Saint-Denis. Mais plus que des stades qui le font tourner en rond, le coureur est surtout friand d'espaces verts et étanche sa soif de kilomètres dans des parcs aux quatre coins de la capitale, le bois de Vincennes dans le 12e arrondissement à l'est, le parc Montsouris dans le 14e et la cité internationale universitaire 14e au sud, le bois de Boulogne 16e, le parc Monceau 8e et le parc Martin Luther King 17e à l'ouest, les buttes Chaumont 19e au nord ainsi que les jardins des Tuileries Paris Centre et du Luxembourg 6e au centre. Découvrez Paris différemment avec les cartes insolites de l'Apur sur paris.fr/atlas. Quelques chiffres, 12,4 millions de coureurs en France, 56 950 participants au marathon de Paris 2025, 60 courses organisées à Paris chaque année. Paris sportif. Sur cette page, on voit une carte de la ville avec le nombre de coureurs comptabilisés dans chaque rue via l'application Strava en 2022. 2000 à 50 000 coureurs. Source Strava Métro, données agrégées. À retenir. Comment contacter le comité d'éthique de la police municipale ? Le comité d'éthique de la police municipale veille de façon indépendante à ce que les policiers municipaux respectent l'ensemble des règles de déontologie. Si vous remarquez un comportement inapproprié, vous pouvez le saisir directement de cet incident. Il traitera votre signalement et vous répondra. L'objectif, assurer l'exemplarité des policiers, renforcer leur autorité et améliorer leur efficacité au quotidien. Le comité d'éthique est présidé par Michel Delpuech, ancien préfet de police, conseiller
conseiller d'État SE honoraire. Contact éthique pmp@paris.fr ou comité d'éthique de la police municipale de Paris, mairie de Paris, 1 place Baudoyer, 75 004, Paris. Atmosphère. À l'occasion des 200 ans du canal Saint-Martin, ces 9 passerelles ont pris les noms d'autant d'illustres comédiennes: Arletty, Michel Morgan, Maria Cazares, Emmanuel Riva, Bernadette Lafont, Maria Pacôme, Hélène Duc, Maria Schneider et tout dernièrement Jane Birkin. Autant de figures qui ont marqué la culture populaire et parfois le canal lui-même, souvent présent sur le grand écran. Découvrez des podcasts sur ces 9 femmes sur paris.fr. Pour voter, je m'inscris avant le 6 février. Les prochaines élections municipales se tiendront les 15 et 22 mars. L'inscription peut se faire en ligne sur le site service-du6public.fr dans l'une des 17 mairies d'arrondissement ou par lettre. Il vous faut pour cela fournir une pièce d'identité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Et que vous soyez français ou ressortissant de l'un des pays de l'Union européenne, vous devez avoir au moins 18 ans et résider à Paris pour voter. Vérifiez votre inscription et votre bureau sur service-du6public.fr. La piscine Solita Salgado ouvre dans le 18e. Rue Béliard, 2 bassins, 15 et 25 mètres de long, accueillent les nageurs sur plus de 3000 mètres carrés depuis la rentrée. Le bâtiment, qui utilise des matériaux biosourcés, est aussi conçu pour servir de support à la biodiversité, avec la création de toitures, terrasses végétalisées, des murs végétaux et l'installation de nichoirs. Et Solita Salgado dans tout ça, plusieurs fois championne de France entre 1929 et 1934, puis engagée dans les forces françaises de l'intérieur, FFI en juin 1944, elle est l'une des plus grandes nageuses d'avant-guerre. 2027-2028, Paris poursuit son histoire d'amour avec le basketball américain. Après plusieurs matchs en 2020, en 2023, en 2024 et en 2025, la NBA accueillera à nouveau les dribbles des meilleurs joueurs de la planète en 2027 et en 2028 à l'Accor Arena dans le 12e. Ce rendez-vous donnera lieu à une semaine d'échanges entre jeunes Parisiens et stars de la NBA, des rencontres animées par des coachs professionnels auprès des clubs amateurs de la capitale ou encore des projets éducatifs. Place à la promenade au square Marie Curie. Un espace vert au-dessus d'un réservoir de stockage des eaux pluviales, quoi de plus logique? Fermé en 2020 pour permettre la construction souterraine du réservoir d'eau d'Austerlitz, le jardin Marie Curie, dans le 13e, a rouvert ses portes cet été. Avec près du triple de surface, il offre désormais une promenade arborée entre la gare d'Austerlitz, 13e, et l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, 13e. Arbres japonais au feuillage d'or, chênes et tilleuls à petites feuilles en forme de cœur agrémentent les lieux. Ousmane Dembélé sur le toit du monde. À 28 ans, Ousmane Dembélé est devenu le 22 septembre dernier le 6e ballon d'or français et surtout le premier joueur parisien à décrocher cette récompense ultime. Arrivé en 2023 au PSG et au Parc des Princes, il est considéré comme l'un des principaux artisans de la victoire de son club cette année en Ligue des Champions. Ses qualités de dribbleur, sa rapidité et son pressing offensif en feront l'un des atouts majeurs de l'équipe de France pour la Coupe du Monde de football 2026. À découvrir. Sur le Flugtuat, la croisière s'amuse. Depuis le début de l'été, des croisières pédagogiques sont organisées pour les enfants sur un bateau appartenant à la ville. Au programme, en apprendre plus sur la biodiversité de la Seine, le patrimoine et l'histoire de la capitale. De part et d'autre du bateau, le niveau de l'eau baisse rapidement, mais aucune inquiétude sur le pont. Ce phénomène a été étudié par les occupants du navire. On appelle ça une écluse, c'est ce qui nous permet de passer du canal Saint-Martin à la Seine, explique avec assurance Aaron, en classe de CM2 à l'école des Amandiers dans le 20e arrondissement. Comme lui, une vingtaine d'élèves issus de cet établissement s'apprêtent à partir pour une croisière d'1h30 sur la Seine à bord du Flugtuat, amarré au port de l'Arsenal dans le 12e. Ce bateau, propriété de la ville depuis l'été, embarque chaque semaine des écoles et des centres de loisirs à la découverte du fleuve. Cet outil pédagogique accueille des projets variés, définis par les enseignants ou les animateurs qui encadrent les enfants. Ce mercredi après-midi, c'est Maxime Flamand, responsable du pôle biodiversité aquatique de la circonscription des affaires scolaires et de la petite enfance du 20e arrondissement, Caspe 20, qui prend les choses en main. Entre anecdotes et monuments, qui pourrait citer des espèces de poissons vivant dans la Seine? Interroge l'animateur, tandis que le bateau passe devant l'île Saint-Louis, direction l'ouest parisien. Les bonnes réponses fusent: poisson-chat, silure, carpe, gardon, anguille.
À l'évocation de cette dernière, Maxime reprend la parole. Les anguilles sont fascinantes. Elles parcourent des milliers de kilomètres pour se reproduire au large du continent américain. C'est uniquement là qu'elles le peuvent et si une anguille n'est pas en mesure de s'y rendre, elle met son vieillissement en pause. Outre les anecdotes de Maxime, les monuments parisiens rythment également la croisière, quitte à prendre parfois toute la place. Au moment d'expliquer la présence dans la Seine de mulettes, ces moules de rivière capables chacune de filtrer 40 à 60 litres d'eau quotidiennement, la tour Eiffel, dans le 7e, se dresse en arrière-plan. Et toutes les petites têtes se tournent alors vers la Dame de Fer. Là, je ne peux pas lutter, sourit l'animateur, il faut savoir se mettre en retrait. Observez la vie sur le fleuve. Meysal et Noura Awa, en classe de CM1, CM2, ont elles aussi une anecdote étonnante à raconter. Il existe des piranhas végétariens, on en a dans l'un des aquariums de notre école. Tout au long de l'année, ces élèves profitent en effet des temps d'activité périscolaire pour s'occuper de poissons d'eau douce et d'eau salée, lire sur le sujet, assister à des ciné-débats, etc. Le tout est organisé par Maxime. Celui-ci précise: ce bateau donne l'occasion d'évoquer de manière concrète des milieux aquatiques dont on parle moins souvent. C'est ambivalent car on parle plus facilement de l'Amazonie ou des océans que de la Seine. Avec ces croisières, on peut discuter en amont puis observer directement la vie sur le fleuve. Tout cela est très intéressant d'un point de vue pédagogique et il n'y a qu'à regarder le sourire des enfants pour comprendre que ça leur plaît. Quelques mots des enfants participants. Fatima, 8 ans et demi, et Rosa Louise, 8 ans. Nous avions déjà fait du bateau sur la Seine, mais c'était dans un bateau-mouche. Celui-ci est plus petit, c'est mieux, car on est juste avec nos amis du centre de loisirs. On a vu beaucoup de monuments magnifiques, la Tour Eiffel, Notre-Dame et le pont Alexandre III. Baya, 8 ans, et Daphné, 9 ans. C'est génial de participer à cette croisière, c'est rare de pouvoir aller sur l'eau. En plus, on nous raconte plein d'histoires sur le fleuve et sur ses poissons. Nous avons appris que les anguilles que l'on trouve à Paris se déplacent ensuite très loin pour faire des petits. C'est impressionnant. À vivre. Découvrez la MDPH. Vous êtes en situation de handicap et vous cherchez un service près de chez vous. Direction l'une des permanences hebdomadaires d'arrondissement de la Maison départementale des personnes handicapées de Paris, MDPH 75. Quels accompagnements proposent ces permanences ? Ces dernières offrent, comme à l'accueil central, un accompagnement de proximité aux personnes en situation de handicap et à leurs proches. Les agents aident à remplir un dossier, fournissent un duplicata d'une notification de décision, informent sur les droits et les prestations existantes et répondent aux questions concernant l'avancement des demandes. Objectif : réduire les déplacements et rendre le service accessible dans chaque arrondissement. Où sont-elles situées ? Les permanences de la MDPH se tiennent dans les mairies des 10e, 11e, 13e, 15e et 17e arrondissements et dans les maisons des solidarités des 10e, 12e, 14e, 16e, 18e, 19e et 20e arrondissements. Ces points d'accueil seront d'ici quelques mois dans tous les arrondissements. Comment prendre rendez-vous auprès de la MDPH centrale ou dans une permanence d'arrondissement ? La prise de rendez-vous dans une permanence d'arrondissement se fait directement en ligne sur RDV Service Public. Par ailleurs, la MDPH centrale, 69 rue de la Victoire dans le 9e, est ouverte de 9h à midi et de 13h à 16h, sur rendez-vous le mardi et le mercredi et sans rendez-vous le lundi et le vendredi. Un accueil en langue des signes française LSF y est proposé sans rendez-vous le lundi et le mardi. Un serveur vocal est enfin disponible 24 heures sur 24 au 01 53 32 39 39 pour des informations et le suivi des dossiers. La MDPH centrale est fermée le jeudi au public. Info pratique. Plus d'infos sur les horaires, les adresses, etc. sur paris.fr/handicap. Pour prendre rendez-vous, allez sur le site rdv.anct.gouv.fr. À la loupe. Le tourisme à Paris en 2025. 37,4 millions de visiteurs attendus pour l'année 2025 dans le Grand Paris. On se rapproche des chiffres d'avant Covid. 91 154 chambres d'hôtel intramuros réparties au sein de 1757 établissements, toutes catégories confondues. 190 735 touristes américains attendus à Paris entre octobre et décembre 2025, premiers voyageurs devant les Canadiens et les Espagnols. 31 kiosques d'information répartis dans Paris pour renseigner les visiteurs. Source de tous ces chiffres, Paris Je t'aime, Office de tourisme.
245 hébergements touristiques détiennent le label Clé verte qui atteste d'une démarche environnementale, gestion de l'énergie, de l'eau, des déchets, achats responsables, etc. 51 millions de visiteurs dans les sites culturels parisiens avec le Louvre en tête 8,8, suivi de la Tour Eiffel 6,7 et du musée d'Orsay 3,9. À la une. 2015-2025, Paris commémore en novembre les 10 ans des attentats qui ont frappé la capitale en 2015. Les associations de victimes 13, 11, 15, Fraternité et Vérité et Life for Paris témoignent d'une ville debout, déterminée à se souvenir pour ne pas revivre un tel drame. Vendredi 13 novembre 2015, Paris et sa périphérie sont victimes de commandos terroristes. Des lieux emblématiques sont attaqués, le Stade de France, Saint-Denis, le Bataclan dans le 11e, des cafés et des restaurants des 10e et 11e arrondissements. Ces attentats, les plus meurtriers jamais perpétrés en France, laissent derrière eux 132 morts et des centaines de blessés. Alors que les Parisiennes et les Parisiens se relèvent du choc des attaques terroristes de janvier 2015, Paris est de nouveau touché en plein cœur. Mais très vite, elle reprend le dessus, les appels à ne pas céder à la peur se multiplient. Paris est une fête et le restera. Retourner boire des verres en terrasse devient un acte de résistance, sans jamais oublier les victimes. Travail de mémoire. Mobilisées depuis 10 ans, les associations jouent un rôle clé dans ce travail de mémoire en accompagnant les victimes, en défendant leurs droits, mais aussi en veillant à la transmission. Fatime Boulouird, rescapée du Bataclan et membre du conseil d'administration de Life for Paris, martèle. Le maître mot, c'est de ne pas oublier pour éviter que cette barbarie recommence. Arthur Desnouveaux, président de l'association, précise « Nous voulons perpétuer cette mémoire sans avoir à en porter tout le poids. On intervient volontiers dans les écoles, on donne des conférences, etc. Mais le jour où nous n'aurons plus envie d'en parler, cela ne doit pas s'arrêter. D'où l'importance des hommages annuels et de la création de lieux pérennes comme le jardin de la place Saint-Gervais, Paris-Centre, les plaques commémoratives et le futur mémorial du terrorisme. Philippe Duperron, président de 13, 11, 15, Fraternité et Vérité, renchérit. Les attentats du 13 novembre font désormais partie de l'histoire. On souhaite qu'ils apparaissent dans les livres d'histoire et on encourage les programmes de recherche ainsi que les créations artistiques, ouvrages, BD, films, expos, etc. autour des attentats pour ne pas oublier. Les commémorations de la journée du 13 novembre 2025. Ce jeudi 13 novembre, la maire de Paris, les associations de victimes et les officiels se rendront sur tous les sites touchés par les attentats. Puis de 18h à 20h, un hommage exceptionnel rendu par Paris et par la Nation se tiendra au jardin du 13 novembre 2015, comme on le verra un peu plus tard dans ce magazine. Cette cérémonie, conçue par Thierry Reboul sur une musique de Victor Lemann, diffusée en direct sur TF1 et France 2, rendra hommage aux victimes décédées, aux survivants, aux familles des victimes, ainsi qu'aux héros du quotidien qui les ont secourus, aidés ou accompagnés. Vous pourrez également la suivre sur un écran géant, place de la République, où vous êtes invités à venir déposer une bougie, une fleur ou un mot au pied de la statue entre le 8 et le 16 novembre. Ils se souviennent. Ils sont secouristes, commerçants ou de simples riverains des 10e et 11e arrondissements. Ces Parisiennes et Parisiens n'ont rien oublié des attentats du 13 novembre 2015. Quelques mots de Benjamin, musicien. Le 13 novembre, j'avais des amis au Stade de France, d'autres au Bataclan. L'un d'eux est mort. Ce soir-là, on s'est dit que l'on perdait notre liberté. Pendant un moment, tout n'a été que tristesse. Je me suis fait violence pour retourner très vite à des concerts, boire en terrasse, comme des actes de bravoure. 10 ans après, j'y pense toujours. Je pose une fleur chaque année devant la salle. Paris est redevenue festive, plus insouciante même. Cela nous a tous fait comprendre que la vie était courte, qu'il fallait bien s'amuser. Pauline, autrice et metteuse en scène des Consolantes. La pièce est née après une collecte de témoignages sur les attentats menée par l'Institut d'histoire du temps présent à Aubervilliers. Au fil des rencontres avec des survivants et des familles de victimes, le théâtre m'est apparu comme une réponse. J'ai d'abord travaillé sur la reconstruction, puis le procès a fait émerger la notion de consolation. Il fallait faire preuve d'une grande délicatesse dans mon écriture. Des survivants ayant assisté aux répétitions m'ont dit que cela avait un effet cathartique. Emel, secouriste bénévole à la Croix-Rouge française. Le 13 novembre 2015, j'ai reçu un SMS de la Croix-Rouge me demandant de me rendre au plus vite sur la place de la République. Ce message est encore dans mon téléphone, telle une cicatrice. J'ai été mobilisée à la mairie du 11e pour m'occuper des blessés, les soutenir psychologiquement et les recenser. Je me souviens de chaque instant comme si c'était hier. Cette nuit sans fin m'a liée pour toujours à Paris, moi qui me revendiquais jusqu'alors comme lyonnaise. J'ai renforcé mon engagement associatif depuis, notamment en rejoignant les Volontaires de Paris.
Kevin, chef d'équipe à la protection civile Paris-Seine. Le soir du drame, on a été prévenu qu'il se passait quelque chose dans Paris. Bien que formés et aguerris, on n'était pas préparé à faire face à autant de victimes sur plusieurs sites et avec des enjeux de coordination avec les pompiers et le SAMU. 3 phases m'ont marqué: les secours immédiats, l'accueil des personnes impliquées durant la nuit qui a suivi, puis l'accompagnement des familles endeuillées. Le 13 novembre a eu un impact sur notre organisation. La protection civile a notamment mis des actions en place pour être plus efficace dans la prise en charge des hémorragies, mais aussi la prise en charge psychologique des victimes. Charlie, directeur de la maison de quartier R10. Au lendemain du 13 novembre, nous avons voulu intensifier ce qui faisait la force du quartier, le lien social. Nous avons d'abord pensé annuler des événements sur la place Buisson-Saint-Louis dans le 10e arrondissement, avant de nous dire qu'il fallait continuer à occuper l'espace public. Avec les habitants, on a même réfléchi à de nouvelles opportunités. Et c'est ainsi qu'est née la Gratiféria, un marché gratuit chaque premier dimanche du mois. Le point de départ était de montrer notre capacité à animer la vie de quartier. Lucie, professeure d'histoire-géographie. Après les attentats, on a confié aux enseignants un rôle complexe: aborder ce sujet sensible en classe, organiser 1 minute de silence et créer une communion de deuil sans traumatiser les élèves. Certes, j'avais l'habitude de traiter de sujets qui suscitent des émotions fortes, comme la Seconde Guerre mondiale, mais c'est dans les programmes scolaires. Quant aux collégiens d'aujourd'hui, qui souvent n'ont jamais entendu parler du 13 novembre, je me rends compte qu'ils posent beaucoup de questions sur la souffrance des victimes, les solidarités, le devoir de mémoire, etc. Georges Emmanuel, restaurateur dans la rue Jean-Pierre Timbaud dans le 11e. Je n'étais pas dans mon restaurant ce soir-là, mais en contact avec mes collègues sur place. On ne savait pas quoi dire aux clients, ni où étaient les terroristes. On avait juste mis tout le monde à l'abri dans la salle du fond. Les jours qui ont suivi, le restaurant était quasiment vide, les gens n'osaient pas venir. Un peu après les événements, on s'est rendu compte que l'on était quand même nombreux à connaître des victimes. Et on avait besoin de parler. J'ai ressenti ce besoin de devoir de mémoire vis-à-vis d'eux. Depuis tous les 13 novembre, je pose une fleur à l'entrée du restaurant. Un jardin pour se recueillir. Sur la place Saint-Gervais, Paris-Centre, un nouvel espace rend hommage aux 131 victimes des attentats du 13 novembre 2015. Un lieu fort en symbole. Telles des bougies scintillant à la mémoire des victimes, chaque soir une centaine de lumières embrasent les lieux. Difficile de ne pas être saisi par l'émotion. Et c'est bien tout l'objectif de ce jardin ayant ouvert il y a quelques mois. L'ancien parking qui faisait face à l'église Saint-Gervais-Saint-Protais, Paris-Centre, a laissé place à un espace hautement symbolique. 6 stèles de granit. D'abord par son tracé, les plans des sites où se sont déroulés les attentats composent son dessin et forment ses allées. Ensuite, par sa minéralité, 6 stèles de granit représentent le Stade de France, le Bataclan, la Belle Équipe, la Bonne Bière, le Casa Nostra, le Comptoir Voltaire et le Carillon, le Petit Cambodge. Sur leur face sont gravés le plan et le nom des enseignes ainsi que l'identité des victimes. Pour l'aspect végétal, au centre de l'enceinte de pierre, une clairière foisonnante et reposante, fleurie d'une collection de plantes d'hiver, a été pensée en fonction de la date du 13 novembre. De chaque côté du jardin, des platanes alignés et à chacune de ses extrémités, 2 arbres symboliques, l'orme Saint-Gervais, présent à cet emplacement depuis le Moyen-Âge, et l'olivier de la paix, planté en 2025, emblème d'un avenir apaisé. Ils serviront de point de rassemblement lors des commémorations. Lieu de mémoire et de vie. Imaginé par l'agence Wagon Landscaping, le projet a suivi un principe clair: créer un jardin du souvenir sur un site volontairement neutre et central qui n'a pas été frappé par les attaques. La pierre brute, à l'aspect inégal, évoque la dureté des événements et les vies brisées, tandis que les végétaux, les oiseaux, l'eau de pluie qui stagne dans le creux des rochers contribuent à accompagner le développement de la biodiversité. C'est un endroit où chacune et chacun peut se recueillir et rêver, à la fois lieu de mémoire et de vie, résume Philippe Duperron, président de l'association 13 11 15 Fraternité et Vérité, l'une des 2 associations de victimes avec Life for Paris qui ont participé au projet d'aménagement. Comment vous y rendre? Jardin du 13 novembre 2015, place Saint-Gervais, entre le 2 et le 4 rue de l'Aubeau, station Hôtel de Ville sur la ligne 1. Des événements commémoratifs dans tout Paris. En marge de la cérémonie organisée au Jardin mémoriel sur la place Saint-Gervais le jeudi 13 novembre et de sa retransmission sur la place de la République, de nombreux événements ont lieu en ce mois de novembre.
Réflexion sur les attentats au Théâtre de la Concorde. Jusqu'au 8 novembre, le théâtre accueille plusieurs conférences et rencontres. Point d'orgue de cette semaine consacrée aux attentats, un spectacle autour de la vie de château Mon enfance à Versailles de Clémence Madeleine Perdria et Nathaniel Ashlimi. Ce film d'animation raconte avec tendresse et poésie la vie de Violette, 8 ans, après l'assassinat de ses parents lors des attentats. Le spectacle sera précédé d'échanges et de débats pensés avec la Fondation Jean Jaurès et le politologue Hugo Micheron pour explorer les notions de mémoire, d'identité, de terrorisme et aborder les questions de la résilience. Toute la programmation sur théâtredelaconcorde.paris. Les archives de Paris ouvrent leurs portes. Avec Je suis Paris, les archives de Paris, dans le 19e, présentent à partir du 12 novembre les hommages collectés au lendemain des attentats et ceux reçus par la suite au travers d'une exposition inédite, l'occasion d'honorer les élans des Parisiennes et des Parisiens. Retrouvez toutes les informations pratiques sur archives.paris.fr. Plonger dans l'intime au théâtre, en portant des entretiens des témoins du 13 novembre 2015 collectés par l'Institut d'histoire du temps présent et en lien étroit avec le procès, l'autrice et metteuse en scène Pauline Susini explore dans Les Consolantes les formes de consolation et de reconstructions intimes et collectives 10 ans après les attentats. Samedi 8 novembre à 19h au Théâtre de la Concorde dans le 8e arrondissement. Mercredi 12 novembre à 17h dans la salle des fêtes de la mairie du 11e arrondissement. Jeudi 20 et vendredi 21 novembre au Grand Parquet dans le 18e arrondissement. Parcours mémoriel au musée Carnavalet. 10 ans après les attentats terroristes intervenus les 7, 8, 9 janvier et 13 novembre 2015, le musée Carnavalet, Paris-Centre, présente au sein du parcours des collections une sélection d'hommages anonymes collectés sur les lieux des attaques, ainsi que des œuvres d'art urbain créées en relation avec les tragiques événements jusqu'au 7 décembre. Infos pratiques sur Carnavalet, carnavalet.paris.fr. Liberté, égalité, fraternité. Dimanche 9 novembre, participez à un moment d'unité pour faire vivre la solidarité, la mémoire et l'espoir à travers 3 événements. La course de la liberté, 15 km au départ du Stade de France à 9h30. La marche de l'égalité, 7 km au départ de la place de la République à 14h. Le village de la fraternité, zone d'arrivée sur le parvis de l'Hôtel de Ville tout au long de la journée. Programme et inscription sur 13-6 unis au pluriel. Une œuvre pour se souvenir. Une peinture murale en hommage aux victimes sera dévoilée la semaine du 13 novembre. Pensée comme un lieu de mémoire, cette fresque réalisée par l'artiste Léa Belousovitch se situe au 19 rue Léon Froh, dans le 11e arrondissement. Des expositions témoignages. Dans le cadre des commémorations des 10 ans des attentats du 13 novembre 2015, 3 expositions seront présentées dans l'espace public. Paris, le 13 novembre 2015, du jour au lendemain, par l'association 13-11-15, Fraternité et Vérité, sur les façades de la caserne Napoléon, rue de Rivoli, rue de Lobau, place Baudoyer et place Saint-Gervais. Cette exposition réunit 42 artistes français et internationaux présents à Paris le jour des attentats. Il leur a été demandé de chercher dans leurs archives une photographie qu'ils auraient prise le 13 novembre 2015 et en parallèle de sélectionner un de leurs clichés comme réponse aux attentats. Face au terrorisme, une mémoire citoyenne sur les grilles de l'Hôtel de Ville rue de Rivoli présente pour la première fois au grand public une partie des futures collections permanentes du musée mémorial du terrorisme au travers des dons de proches de victimes et d'institutions impliquées dans la lutte contre le terrorisme. 13 novembre 2015, Paris se souvient sur la place de la République, constituée de clichés pris par les photographes de la ville les jours suivants le 13 novembre. Ces 2 expositions reviennent sur les élans de fraternité et de solidarité qui ont traversé la ville au lendemain des attentats. Plus de détails sur paris.fr/que faire. Hommage en musique. L'Orchestre de chambre de Paris jouera le 13 novembre au Théâtre des Champs-Élysées, dans le 8e. Il fait novembre en mon âme de Béchara El Khoury pour commémorer les 10 ans des attentats. Commandé par les parents d'une victime, ce poème symphonique sera précédé par les créatures de Prométhée de Beethoven, Prométhée qui donne le feu aux hommes non sans conséquence, et par la symphonie numéro 39 de Mozart. Le programme est à retrouver sur orchestredechambre-de-paris.com. Des collèges mobilisés, des ateliers sur la résilience sont mis en place également durant cette semaine par la direction des affaires scolaires d'ASCO à destination des collégiens.
Retrouvez la programmation complète sur paris.fr/13 en chiffres -du-6 novembre. À venir. À quoi ressemblerait une crue de la Seine ? Édifiée autour de la Seine, Paris est une ville vulnérable au risque d'inondation. La dernière crue majeure avait duré 3 mois en 1910 et avait culminé à 8,62 m. Baptisé crue centenale, cet événement a une probabilité sur 100 de se produire chaque année. Si nous ne savons pas exactement quand il adviendra, nous savons déjà comment l'anticiper. Imaginons un peu qu'un tel scénario survienne. Avant la crue, voilà plusieurs années que les membres de la famille Thomaso, résidant du 15e arrondissement, entendent parler du risque de crue de la Seine. Leur logement est situé dans une zone inondable et ils ont conscience que certaines infrastructures primordiales, réseaux d'énergie, d'eau potable, d'assainissement, de transport et de télécommunications, pourraient ainsi être affectées. Un soir, ils apprennent qu'une importante crue est annoncée. Ils ont désormais 2 ou 3 jours pour s'y préparer. Chaque membre de la famille a son sac, utile en cas d'évacuation. Il contient un kit d'urgence 72 heures, des vêtements, une couverture de survie, un chargeur de téléphone, des papiers d'identité, de l'eau, de la nourriture ou encore des traitements médicamenteux. Pendant la crue, l'alerte crue a été lancée. Pour rester informés, les parents consultent régulièrement le site de paris.fr et de la préfecture de police. Ils sortent également leur vieille radio à pile, de quoi connaître les consignes à suivre si le réseau Internet venait à se couper. Les premiers jours se déroulent sans encombre. Les magasins du quartier sont encore ouverts, tout comme l'école. Des barrières mobiles ont été installées pour limiter l'inondation des voies et les services de la propreté se sont organisés pour préserver la continuité de la collecte des déchets. Dès qu'un membre de la famille va faire ses courses, il sonne chez Madame André, la voisine du rez-de-chaussée, âgée de 82 ans, pour prendre de ses nouvelles et lui proposer d'acheter quelques provisions et de l'eau. Après plusieurs jours, le fleuve commence à atteindre leur rue. L'école des enfants est fermée, tout comme les lignes de métro alentour. Pour éviter tout risque d'explosion et d'électrocution, le gaz et l'électricité sont coupés dans l'immeuble. Au sein du bâtiment, les habitants des étages supérieurs ouvrent leurs portes aux voisins du rez-de-chaussée. La famille Thomaso aide Madame André à monter les escaliers et l'accueil pour la soirée. La solidarité est en marche entre les paliers. Ici, on se dépanne, un pot de confiture, là un jeu de société pour occuper les enfants. Les poubelles collectives ont été temporairement installées au premier étage. Après la crue, le niveau de l'eau commence à baisser. Les autorités confirment que le réseau d'eau potable n'a pas été touché et que les habitants peuvent réutiliser l'électricité et le gaz sans risque. Après plusieurs jours, l'eau n'est plus présente dans la rue. Avant de démarrer le nettoyage de leur cave, impactée par l'inondation, les Thomaso font l'inventaire des dommages et prennent des photos pour préparer un dossier d'assurance. Ils se rendent également chez Madame André pour l'aider. Une fois les pièces propres, il faut les aérer et laisser sécher les murs. La décrue est amorcée. L'école des enfants s'apprête à rouvrir. Les services de la propreté sont déjà omniprésents dans les arrondissements touchés et ceux de la voirie contrôlent les rues une à une. Le plus dur est passé. Habitez-vous dans un quartier concerné ? Réponse sur paris.fr/crue. À travers l'histoire. Le cinéma d'art et d'essai a 70 ans. Avec 38 cinémas d'art et d'essai à Paris, il y a sûrement un chef-d'œuvre à découvrir près de chez vous. Alors que l'on fête en 2025 les 70 ans de ces cinémas indépendants, on vous propose de plonger dans leurs coulisses. On a tendance à croire que les films d'art et d'essai sont d'obscures œuvres que l'on ne peut visionner que le mardi à 14h. C'est faux. Rien qu'en 2024, Enfant phare et Emilia Pérez, grand succès populaire, étaient des réalisations estampillées art et essai. Et que dire par le passé de Fight Club ou du fabuleux destin d'Amélie Poulain. Eux aussi ont bénéficié de ce label, attribué aux longs métrages qui se distinguent par leur démarche singulière. En moyenne, 60% des 700 productions qui sortent en France chaque année le décrochent. Ce type de film est souvent diffusé, mais pas que, dans des salles de cinéma d'art et d'essai qui, elles, obtiennent ce classement du Centre national du cinéma et de l'image animée, CNC, si elles projettent 70% des œuvres recommandées art et essai. Oui, c'est précis. Avec ses 38 cinémas classés qui totalisent 103 écrans, Paris en est sans conteste la capitale mondiale. Des pépites dans chaque cinéma et en VO
Of course. Tout a commencé en 1926 avec l'ouverture du studio des Ursulines. Niché dans une petite rue du 5e arrondissement, il devient le premier cinéma à diffuser des films d'avant-garde. Mais c'est le 8 octobre 1955 que l'Association française des cinémas d'art et d'essai, AFCAE, voit le jour et avec elle ce mouvement mondial incarnant l'esprit libre et curieux du 7e art indépendant. Des 5 premiers établissements à y adhérer, seul subsiste encore l'immortel studio des Ursulines. Chaque cinéma d'art et d'essai parisien a sa singularité, son identité et attire un public qui lui ressemble. Il y a presque autant de salles que de spectateurs. On ne croisera pas les mêmes aficionados à l'Épée de Bois dans le 5e arrondissement, au Saint-André-des-Arts dans le 6e, à l'Entrepôt dans le 14e ou au cinéma des cinéastes dans le 17e arrondissement. L'ADN qu'ils partagent néanmoins, à Paris, ils projettent tous les films étrangers en version originale et ce n'est que dans ces salles-là que l'on organise autant de débats, de festivals, d'ateliers de médiation, etc. Enfin, 70 ans après leur naissance, les cinémas d'art et d'essai peuvent se targuer d'être des résistants que même la crise du Covid n'a pas affecté, comme le confirme David Obadia, qui a commencé sa carrière en tant que programmateur au Luminor Hôtel de Ville, Paris-Centre, avant de devenir président de l'AFCAE. Il déclare « Entre 2015 et aujourd'hui, leur fréquentation est restée stable, alors que celle des multiplex a baissé de 20 à 30%. » Que faire à Paris ? À l'affiche, décembre en fête. À ne pas manquer quand la musique est bonne. À la rencontre de l'artiste et DJ Barbara Butch. À l'affiche. Décembre en fête. Marché de Noël, forêt enchantée, illumination nocturne, spectacle de cirque et bien sûr feu d'artifice du Nouvel An ponctuent cette fin d'année 2025. Demandez le programme. Envie d'acrobatie. Pour finir l'année en beauté, on en prend plein la vue avec des numéros de cirque aussi surprenants que féeriques. Le cirque d'hiver Bouglione, dans le 11e, revient avec une nouvelle création, Tempo, et des artistes venus du monde entier. La famille Grus et ses chevaux nous éblouissent avec leur dernier opus des Folies Grus. Du côté de la pelouse de Reuilly, dans le 12e, le cirque Arlette Grus offre une parenthèse de poésie et de performances époustouflantes. Le cirque Phoenix, lui, fête ses 25 ans en beauté avec Millésime, un spectacle inédit réunissant celles et ceux qui ont marqué son histoire. Enfin, la famille Bormann rend hommage à ses racines avec Arbre, alliant tradition et modernité. Envie de lumière. À l'approche des fêtes de Noël, Paris accueille de magnifiques balades lumineuses à faire en famille ou entre amis. Après les traditionnelles illuminations des Champs-Élysées dans le 8e arrondissement, on prolonge notre déambulation vers le Parc Floral dans le 12e avec l'Odyssée lumineuse, où de multiples tableaux nous emmènent du Mexique à la Thaïlande en passant par la Laponie finlandaise. Le Jardin des Plantes dans le 5e nous plonge dans les merveilles de la nature avec en voie d'illumination, Lumière de la nature, tandis que le Parc de la Villette, dans le 19e arrondissement, se transforme en oasis urbaine avec Light Cycles. Enfin, un peu plus loin, le domaine de Saint-Cloud dans les Hauts-de-Seine nous propose un voyage féerique avec Lumière en scène. Envie d'animation. En quête d'idées cadeaux ou d'une balade festive, direction les innombrables marchés de Noël qui animent la capitale pour la période des fêtes de fin d'année. Premier arrêt au parc de la Villette qui hébergera un immense village où une vingtaine de chalets, une patinoire de 200 mètres carrés, un mur d'escalade, un simulateur de ski et une piste de curling attendent les curieux. On retrouvera aussi l'incontournable marché des Tuileries, Paris-Centre, avec ses produits régionaux, ses manèges, sa grande roue et sa patinoire. Et puis, si vous voulez conjuguer découverte de produits artisanaux et patinage, rendez-vous au pied de la Tour Eiffel dans le 7e, illuminé avec le village Eiffel on Ice. Envie de feux d'artifice. Pour fêter le passage à la nouvelle année, rendez-vous comme chaque 31 décembre sur l'avenue des Champs-Élysées. On commencera les festivités avec un spectacle de vidéo mapping qui rendra hommage à la ville lumière. Ensuite, 5, 4, 3, 2, 1, place au décompte et au feu d'artifice qui embrasera l'Arc de Triomphe et la nuit parisienne pour démarrer l'année 2026 en beauté. Envie de féerie, des chouettes, des bonhommes de neige, etc. Du 5 décembre au 4 janvier, le parvis de l'Hôtel de Ville, Paris-Centre, se transforme en forêt enchantée. Petits et grands pourront profiter des animations gratuites comme grimper sur un cheval de bois, trouver le cadeau parfait parmi les produits estampillés fabriqués à Paris, goûter aux délices proposées par 3 chalets de restauration avec des tartiflettes, des raclettes, des crêpes, des gaufres, des huîtres et du vin blanc, et même rencontrer le Père Noël, de beaux souvenirs en perspective.
Retrouvez la programmation complète sur paris.fr/quefaire. À ne pas manquer. Jusqu'au 22 novembre, Enquête de choc. Les frissons du polar transposés sur une scène de théâtre. C'est la promesse de la pièce Polar menée par Céline Führer et Jean-Luc Vincent qui nous entraîne dans une enquête palpitante où chaque réplique devient une pièce à conviction. Au cœur de cette comédie haletante, la mise à nu du monde de la culture. Attention, des masques risquent de tomber. Théâtre du Rond-Point, 2 bis avenue Franklin Roosevelt dans le 8e arrondissement. Plus d'informations sur théâtredurondpoint.fr. Du 13 novembre au 26 avril. Passion déco. S'il est connu pour ses œuvres littéraires, Victor Hugo l'est moins pour ses talents de décorateur. Et pourtant, les lieux qu'il a habités, de ses appartements parisiens à sa maison familiale, Hauteville House, témoignent de son goût pour les objets et le mobilier décoratif. L'exposition Hugo décorateur est à découvrir pour plonger dans l'intimité de l'un des plus grands auteurs du 19e siècle. Plus d'informations sur maison au pluriel victorhugo.paris.fr. À partir du 15 novembre, ouvrir ses chakras. Du yoga au milieu des œuvres de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine dans le 16e, ça vous dit? Alors réservez dès à présent votre créneau les 15 novembre et 13 décembre. D'autres dates en 2026 sont également prévues. Que les novices se rassurent, une professeure et une médiatrice du musée sont là pour nous aider à nous connecter à nous-mêmes et à notre environnement. Cité de l'Architecture et du Patrimoine, 45 avenue du Président Wilson dans le 16e. Pour en savoir plus, citédelarchitecture.fr. Du 28 novembre au 6 décembre, quand la musique est bonne. Un marathon de concerts et de soirées dans 4 lieux emblématiques de la nuit parisienne. Tentant, n'est-ce pas? C'est le concept un peu fou du Nyokobop Festival qui revient pour une 7e édition. Les mélomanes pourront s'imprégner de l'avant-garde musicale mondiale à la Bellevilloise dans le 20e, au Cabaret Sauvage 19e, au Hasard Ludique 18e et à la station Gare des Mines 18e. À vos marques. Plus d'informations sur nyokobopfestival.fr. Nyokobop s'écrit N-Y-O-K-O-B-O-P. Le 29 novembre, un docu engagé. Des œuvres pillées par les troupes coloniales françaises retournent au Bénin, leur terre d'origine, et se confrontent à un pays qui a dû se construire en leur absence. Avec Dahomey, la réalisatrice Mati Diop questionne l'oubli, le déracinement et la décolonisation du patrimoine culturel. Une projection passionnante. Bibliothèque Marguerite Audoux, 10 rue Portefoin, Paris-Centre. Les 10 et 11 décembre, danse sur podium. Exit les défilés de haute couture froids et désincarnés. La chorégraphe Josefa Madoki propose un défilé dansé mêlant walking et mode upcyclé. Rendez-vous au carreau du Temple, Paris-Centre, pour admirer une collection portée par 8 danseuses et danseurs qui défient en mouvement les stéréotypes de genre. Carreau du Temple, 4 rue Eugène Spuller, Paris-Centre. Plus d'informations sur lecarreaudutemple.eu. Le 11 décembre, du silence à la parole. La santé mentale des femmes, trop souvent réduite au silence, fait l'objet d'un débat à la médiathèque Françoise Sagan dans le 10e. Pour nous en parler, les autrices Adèle Yon et Claire Touzard seront présentes. Une rencontre éclairante animée par Emmanuelle Josse, cofondatrice de la revue La Déferlante. Médiathèque Françoise Sagan, 8 rue Léon Schwarzenberg dans le 10e arrondissement. Coup de cœur. Jusqu'au 18 décembre, clic-clac, direction le quai de la photo dans le 13e avec l'exposition Urban Photo, 50 ans d'esthétiques urbaines. Au programme 4 artistes iconiques, des images d'archives et des films cultes qui racontent l'évolution de la photographie de rue et de la culture urbaine. En prime, un concours ouvert à tous complète cette rétrospective XXL. Quai de la photo, 9 port de la Gare dans le 13e. Plus d'informations sur quai-de-la-photo.fr. À la rencontre. Le pari de Barbara Butch. Cette figure internationale de la scène électro, entre autres, chapeautera la programmation artistique de Nuit Blanche 2026. Convaincue que l'art peut sauver le monde, elle se confie. DJ et productrice d'événements festifs et culturels, Barbara Butch se définit surtout comme une militante de l'amour, un thème qu'elle a choisi de mettre au centre de la prochaine édition de Nuit Blanche. Pour moi, l'amour est politique, assure-t-elle. Il fait tomber les barrières entre les gens, ce qui explique pourquoi il effraie parfois et a tendance à être réduit à quelque chose de niais. Après nous avoir fait danser lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'été de 2024, cette figure incontournable de la nuit parisienne nous emmène en balade dans la capitale, une ville inscrite dans ses gènes et qui offre la liberté d'être qui nous sommes, explique-t-elle.
Première étape, la Tour Eiffel, dans le 7e. J'ai toujours été fascinée par l'architecture parisienne et ses grands monuments. D'ailleurs, pour mon père qui est marocain, Paris, c'est la Tour Eiffel. J'ai grandi dans un petit appartement de 35 mètres carrés où nous étions 4, mais nous habitions près d'elle. Encore aujourd'hui, lorsque je m'y rends, je ne peux m'empêcher de la prendre en photo. Jouer en face d'elle sur la passerelle de Billy lors des Jeux de Paris 2024 avait donc un sens particulier pour moi. Je pensais à mon père, à ma famille. J'avais l'impression d'être dans un rêve au milieu d'artistes si talentueux. Quel privilège! Deuxième étape, le Petit Palais, 8e. J'adore le musée d'Orsay dans le 7e arrondissement ainsi que celui de l'Orangerie Paris-Centre, qui est un vrai havre de paix où le temps semble s'arrêter, notamment dans la salle des Nymphéas. Mais s'il y a un musée pour lequel j'ai un amour particulier, c'est le Petit Palais. J'organise d'ailleurs une série d'événements prévus ces prochains mois, dont une soirée le 28 novembre. Troisième étape, les Buttes-Chaumont, 19e. Les Buttes-Chaumont, c'est un peu ma maison, mon oxygène, notamment grâce au Rosa Bonheur, qui est un lieu très important pour la communauté LGBTQIA+. Et puis, je m'y suis mariée. Quatrième étape, l'Olympia, 9e. J'adore l'Olympia, c'est un peu cliché, mais il me fait toujours quelque chose au cœur lorsque je croise sa route. Même si je n'y rentre pas, voir ces lettres rouges avec les noms des artistes m'émeut. Cinquième étape, le Jardin des Tuileries, Paris-Centre. Je suis une fan absolue du Jardin des Tuileries, surtout lorsqu'il y a la fête foraine. C'est un lieu très inspirant pour moi, il est près de grands monuments de la capitale. C'est magnifique. J'aime beaucoup observer la ville comme une touriste. Pour préparer la programmation de Nuit Blanche, je pense d'ailleurs prendre pour la première fois le bus panoramique afin de la découvrir avec un autre regard. Retrouvez l'interview en version longue sur paris.fr/quefaire. À partager en famille. De 0 à 3 ans, au Palais des Merveilles. C'est le nouveau repère des petits curieux. Situé sous le Grand Palais, dans le 8e arrondissement, le Palais des Enfants lance Transparence, sa toute première exposition, jusqu'au 29 août 2027. Entre expérimentation scientifique et explorations esthétiques, les plus jeunes visitent en toute liberté un palais des glaces lumineux, une grotte au trésor cristallin, une forêt mystérieuse, un océan multicolore, etc. Un parcours ludique étonnant qui va les émerveiller. Plus d'informations sur palais-du6découverte.fr. Pour les 4 à 7 ans, mode zen activé, visites méditatives, découvertes sensorielles, yoga et balades comptées, etc. Et si on levait le pied le temps d'un week-end au musée d'art moderne dans le 16e, les 22 et 23 novembre, on vous propose de plonger dans ces collections à travers des activités tout en douceur, histoire de ralentir et de se laisser captiver par les beautés qui nous entourent. Les plus créatifs pourront également participer à un atelier d'initiation au manga. Allez, on souffle et on ouvre grand les yeux. Plus d'informations sur mam.paris.fr. Pour les 8-12 ans, le ciné d'animation s'ambiance. Le Forum des images, Paris-Centre, met une nouvelle fois en lumière la richesse de la création animée avec le Carrefour du cinéma d'animation 2025. Du 22 au 30 novembre, on découvre des pépites du genre. Des courts-métrages venus des 4 coins de la planète, des longs-métrages inédits, mais aussi des rencontres et des expos. Sans oublier un cadavre exquis animé, marrainé par Momoko Seto, réalisatrice au CNRS. De quoi ravir les jeunes cinéphiles. Plus d'informations sur forumdesimages.fr. Pour les plus de 12 ans, 100% hip-hop. Vous allez avoir des fourmis dans les pieds et une furieuse envie de bouger. Chill in the City, le rendez-vous incontournable de la scène hip-hop, est de retour les 6 et 7 décembre pour une édition anniversaire. Au programme de ces 2 jours, battle, ateliers, performances et surprises. 2 lieux emblématiques se disputeront la vedette, la place, Paris-Centre, accueillera la phase qualificative, tandis que la finale survoltée électrisera le prestigieux palais de Chaillot dans le 16e avec le top international du breakdance. Plus d'informations sur laplace-du6paris.com. C'est gratuit. Vous aimez vous dépenser sans dépenser? Badminton, MMA, boxe, football, musculation, etc. Qui a dit que faire du sport devait obligatoirement être payant? Avec Paris Sport Proximité, pratiquer une activité sportive régulière de manière totalement gratuite. Il suffit de trouver un créneau près de chez soi et de préparer sa gourde et sa serviette. Facile, non? Plus d'informations sur paris.fr/paris-sport-proximité. Vous êtes joueur? Jusqu'au 20 décembre, en course réchauffée à la bibliothèque pour jouer. À travers Casse Départ, plusieurs bibliothèques de la ville de Paris mettent le jeu à l'honneur avec des ateliers, des escape games, des concours de puzzle ou encore des jeux de cartes. Idéal pour occuper ces longues soirées d'automne. Plus d'informations sur bibliothèque au pluriel.paris.fr.
Vous agissez pour la planète, comment limiter son impact sur les forêts? Quelle est vraiment la différence entre 1 kW et 1 kWh? Comment réduire sa consommation en eau au quotidien? Quand cela concerne l'avenir de la planète, il n'y a pas de questions bêtes, alors pourquoi ne pas chercher des réponses en partageant des fresques collectives, des puzzles participatifs et des ateliers ludiques? Pour ce faire, direction l'Académie du Climat, Paris Centre. Toutes les informations sont à retrouver sur academieduclimat.paris. Vous cherchez des infos sur la santé? Le 30 juin 2025, un nouveau lieu a ouvert ses portes dans le 18e arrondissement, l'Agora de la santé. Espace vivant et participatif, il donne toute l'année la parole aux habitants, aux professionnels et aux associations par l'intermédiaire de nombreux ateliers, conférences, débats et spectacles. Demandez le programme. Plus d'informations sur paris.fr/agora. Vous êtes l'ami des bêtes, galopé à la ferme de Paris, située dans le bois de Vincennes, dans le 12e. Le complexe de 5 hectares propose toute l'année plus de 250 activités pédagogiques, découverte du métier de soigneur, ateliers autour de la permaculture, dégustation de fruits et légumes de saison, etc. La programmation est riche et s'adresse aux petits comme aux grands. À connaître. Écran. À voir, dressée dans l'axe du Louvre et de l'Arc de Triomphe, la Grande Arche de la Défense, projet phare de la présidence de François Mitterrand, n'a pas été bâtie sans péripéties, de quoi en écrire un film au casting 5 étoiles qui raconte le chantier mené par Johan Otto von Spreckelsen, architecte danois, dont les rêves allaient se heurter à la complexité du réel et aux aléas de la politique. L'inconnu de la Grande Arche, sorti en salle le 5 novembre. À écouter. Paris en fête, c'est un podcast qui fait revivre des lieux et des personnalités du début du XXe siècle. Du bal Tabarin, adresse phare du Music Hall, au bal Blomet, le rendez-vous des artistes et des intellectuels de la rive gauche, mais également de la Goulue à Kiki de Montparnasse, l'histoire de Paris s'est aussi écrite en musique avec un petit air canaille qui sentait bon la liberté. À écouter sur paris.fr, https://smartlink, link.ausha.co/il-6 été-6 une-6 fois-6 Paris. À scroller. Qu'est-ce qu'on fait avec les petits ce week-end? La réponse est dans le compte Instagram de cette famille qui aime explorer la ville lumière et s'aventurer aussi à quelques kilomètres de Paris en transport. Ici, leurs enfants ont la parole et quand ils valident les sorties en nous les racontant, c'est forcément une bonne idée. Suivez-les sur le compte @leparisdesmini. Livre, niché au cœur de l'Académie du Climat Paris Centre, la bibliothèque Arthur Rimbaud propose ici une sélection de sa riche collection de BD. Tous les coups de cœur des bibliothécaires de la ville de Paris sont à retrouver sur bibliothèque.paris.fr. Columbus Strasse de Toby Damen, Robinson 2025. Toby Damen retrace avec force et sobriété le destin des siens sous le nazisme à travers ce roman graphique. Dans de magnifiques nuances de gris, il dépeint l'opportunisme politique de la bourgeoisie rhénane, les lettres édulcorées des soldats de la Wehrmacht, la terreur des bombardements alliés, mais aussi le déni collectif de l'Holocauste. Sanglier de Lisa Blumen chez l'Employé du mois, paru en 2025. Nina est maquilleuse professionnelle, mais son activité principale consiste à être influenceuse beauté sur les réseaux sociaux. Si Lisa Blumen a donné à sa BD des tons roses poudrés, ne vous fiez pas aux apparences, la vie est loin d'être rose. Un album qui illustre brillamment l'envers du décor du métier d'influenceur et la marchandisation du corps des femmes. À l'intérieur, Mathieu Sapin, d'Argo 2025. En s'immergeant sur du long cours, Mathieu Sapin arrive à croquer subtilement et parfois drôlement des univers bien éloignés de celui de dessinateur de BD. Cette fois, il a passé 5 saisons à enquêter à l'intérieur de l'intérieur. Police, gendarmerie, opérations spéciales. Il nous révèle les coulisses du plus secret des ministères. La révolte des mères de Francesca Fattori, Marguerite Desgy et Audrey Lagadec, paru chez l'Iconoclaste en 2025. Francesca, journaliste, et Marguerite, scénariste, sont quittées par leurs conjoints respectifs avec les enfants à charge. Elles s'interrogent sur les raisons qui amènent les 2 millions de foyers monoparentaux à être gérés à 82% par des femmes. Une BD enquête à mettre entre toutes les mains, y compris dans celles de ceux qui n'ont pas d'enfants. À vous de jouer.
Le bingo parisien. Défi numéro 1, photographier le jardin d'un musée de la ville de Paris. Défi numéro 2, photographier une fontaine de Paris dans un parc, un jardin ou sur une place. Défi numéro 3, prendre un cliché de vous en train de faire du sport à l'extérieur, dans l'espace public. À gagner. Pour jouer, il vous suffit de relever nos 3 défis et de nous le prouver en envoyant vos photos par mail avant le 31 décembre 2025 sur le mail dicom, DICOM-6, jeu au pluriel, @paris.fr. Pour la première personne tirée au sort, un set Paris-Paris de papier tigre Paris-Centre avec un carnet A5, un stylo-bille, un crayon, une pochette et un élastique pour carnet. Pour la deuxième personne tirée au sort, un bon pour fabriquer un savon chez Fleur de Sardine dans le 18e arrondissement. Pour la troisième personne tirée au sort, une boîte de 12 chocolats de Mon Jardin Chocolaté dans le 14e arrondissement. Et ce n'est pas tout, chacune des 3 personnes tirées au sort recevra en plus de son lot 2 places pour l'expo Agnès Turnauer Correspondance au musée Cognac-G jusqu'au 8 février 2026. Un livre, Les Jours Heureux, le catalogue de l'expo éponyme qui compile des photos des Jeux de Paris 2024, 2 places pour le spectacle Psychodrame au Théâtre 13. Quiz. Combien y a-t-il d'espèces d'animaux sauvages recensées à Paris ? A. Plus de 3400, B. Plus de 1700, C. Plus de 4300. La bonne réponse est la A. Plus de 3400. Quel petit volatile présent à Paris est si bagarreur qu'il peut s'en prendre à son propre reflet ? A. Le troglodyte mignon, B. Le merle, C. Le rouge-gorge. La bonne réponse est la C. Le rouge-gorge. Quel est le titre du compte Instagram tenu par le conservateur du Père-Lachaise où il sublime la faune et la flore du cimetière ? A. Les renardeaux du cimetière, B. La vie au cimetière, C. Les richesses du Père-Lachaise. La bonne réponse est la B. La vie au cimetière. Tribune. Ces tribunes n'engagent pas la rédaction. Groupe Paris en commun. Rémi Ferraud, président du groupe. 10 ans après, nous n'oublions pas. Le 13 novembre 2015, Paris était en proie aux attentats les plus meurtriers que la France ait jamais connus, faisant 130 morts et plus de 400 blessés. Cet acte barbare commis par les commandos mortifères de Daesh restera une blessure indélébile dans notre histoire. 10 ans après, les attentats des terrasses, du Bataclan et du Stade de France restent gravés dans notre mémoire collective. Paris n'a pas été visée par hasard, mais bien parce qu'elle incarne une certaine idée de la liberté, de la culture, de la fête, du partage, de la solidarité, du vivre ensemble, de la laïcité et de la fraternité républicaine. Ce qui fait peur aux esprits faibles, aveuglés par la haine et fascinés par la violence et la mort, c'est justement la force de nos convictions, de notre pensée, de nos combats contre l'obscurantisme et contre toutes les formes d'intégrisme. Mais ce que ces terroristes ignoraient, c'est la formidable capacité de résistance et de résilience des Parisiennes et des Parisiens. Ils voulaient nous diviser, ils n'ont finalement réussi qu'à nous rassembler plus unis que jamais. Face au djihadisme, Paris a tenu, Paris a résisté, Paris s'est relevé. Il fallait que nous commémorions ce drame par un geste fort qui permette à la fois d'honorer la mémoire des victimes et de leur rendre l'hommage qu'elles méritent. Et c'est au cœur de Paris que s'inscrit désormais le jardin mémoriel de la place Saint-Gervais, véritable lieu de souvenir et de recueillement, un lieu intime et universel dédié à toutes les victimes du 13 novembre. Pour contacter le groupe Paris en commun, Twitter et Facebook, @groupe PEC. Groupe Les Écologistes, Fatoumata Koné, présidente du groupe. Les 10 ans de l'horreur, 13 novembre 2015. Toutes et tous, à Paris et ailleurs, nous souvenons d'où nous étions, de ce que nous faisions ce soir-là, alors que les médias et réseaux sociaux déroulaient le fil de l'horreur en direct pendant plusieurs heures. Plusieurs heures d'un itinéraire sanglant de haine et de folie criminelle qui allait entraîner la mort de 130 personnes et faire 413 blessés, dont 99 grièvement, au Stade de France, au Bataclan, à la Belle Équipe, au Petit Cambodge, au Carillon, à la Bonne Bière, au Casa Nostra, au comptoir Voltaire. Ce bilan terrible aurait été encore plus lourd sans la mobilisation et le dévouement exceptionnel des services publics, police, pompiers, personnel des SAMU et des hôpitaux auxquels nous rendons hommage. Dès le lendemain, les Parisiennes et les Parisiens se rendaient en nombre aux terrasses des cafés et restaurants pour conjurer l'horreur de la veille et signifier aux terroristes que Paris se relevait déjà, qu'ils ne nous détruiraient pas, que nous serions plus forts et plus dignes que leur haine. 10 ans plus tard, personne n'a oublié. Le terrorisme est toujours présent, même si Paris n'a plus eu à
subir d'épisodes aussi effroyables. Et à ce terrorisme connu s'est maintenant ajouté celui de groupuscules d'extrême droite ultra-violents qui doivent être combattus avec une détermination identique. Il y a quelques mois, un jardin mémoriel a été inauguré derrière l'hôtel de ville, composé de végétation douce et de stèles de granit sur lesquelles sont inscrits les noms des victimes de ce soir atroce. Il est un beau lieu, sobre et émouvant, de recueillement, de sérénité, de paix. Site du groupe Les Écologistes, www.groupe-écologiste.paris. Groupe communiste et citoyen, Yann Brossa et Raphaël Primet, coprésidents du groupe. Le Paris des honnêtes gens. La France des honnêtes gens, tel est le slogan choisi par le parti de Madame Dati, les Républicains, pour tenter de relancer ses adhésions. Un mot d'ordre pour le moins ironique au regard des démêlés judiciaires qui éclaboussent ces derniers mois plusieurs de ses plus éminentes figures. En effet, nous venons d'apprendre que le procès de Madame Dati pour corruption et trafic d'influence s'ouvrira le 16 septembre 2026, soit 6 mois après les élections municipales. Les Parisiennes et les Parisiens seront donc appelés à voter sans savoir si la candidate de la droite pourra, le cas échéant, exercer son mandat jusqu'à son terme. Comment concevoir qu'un scrutin aussi décisif pour l'avenir de notre capitale se tienne avant que la justice ait rendu sa décision? La sincérité du vote en serait nécessairement altérée. Jadis, un ministre renvoyé devant le tribunal démissionnait de lui-même par respect pour la fonction et pour les citoyens. Aujourd'hui, cette exigence semble s'être érodée, alimentant la défiance à l'égard des responsables politiques. La droite parisienne, d'ordinaire si prompte à prodiguer des leçons de morale, s'est bien gardée de commenter la condamnation de Nicolas Sarkozy à 5 années d'emprisonnement. Quant à Madame Dati, elle a été reconduite au ministère de la Culture pour la 5e fois consécutive, comme si de rien n'était. Notre capitale n'a pas vocation à replonger dans ces années noires, marquées par des décennies d'affaires qui ont terni son image et sa réputation. Paris mérite mieux. Pour contacter le groupe communiste et citoyen, le site communiste au pluriel-du6paris.fr, Twitter et Facebook, @élu au féminin pluriel PCF Paris, Instagram, groupe communiste et citoyen Paris. Groupe Union Capitale, Geoffroy Boulard, Pierre-Yves Bournazel et Agnès Séveraine, coprésidents du groupe et les élus du groupe. Paris se souvient. Le 13 novembre 2015, Paris, sa jeunesse, sa vitalité ont été frappés au cœur par une nuit d'attentats islamistes. Des terrasses où l'on refait le monde, une salle de concert où l'on célèbre la vie, un stade où vibrent les passions collectives sont devenus les cibles d'une violence qui visait l'âme même de notre civilisation. 130 vies arrachées, des milliers d'existences irrémédiablement meurtries. 10 ans après, les Parisiennes et les Parisiens se souviennent, nous nous souvenons, chaque nom, chaque visage, chaque destin fauché demeure présent dans notre conscience collective. Nous honorons la mémoire des victimes, le courage des familles endeuillées, la dignité des rescapés. Nous saluons l'héroïsme des forces de l'ordre et des secours, figure du courage absolu dans le chaos. Fluctuat nec mergitur. Battu par les flots, Paris ne sombre pas. Face à la barbarie, notre ville s'est dressée, symbolisant cette résistance de l'esprit qui forge les grandes cités. Paris s'est tenu debout, fidèle à ce qu'elle est, capitale de la liberté, de la culture, de la tolérance. Paris se souvient parce que notre responsabilité est de transmettre. Paris se souvient parce qu'elle refuse l'oubli et la résignation. Paris se souvient parce qu'elle continue de se battre et de résister face à toutes les haines et les extrémismes. Paris se souvient et continue de vivre. Groupe Changer Paris, David Alphand et Rachida Dati, coprésidents du groupe. Alerte rouge, les finances de la ville en danger. Année après année, le groupe Changer Paris dénonce une mauvaise gestion financière de la ville qui mène ses comptes à la dérive. Un constat aujourd'hui confirmé par un rapport de la Chambre régionale des comptes, CRC. La dynamique de turbo-endettement semble inarrêtable, avec une dette faramineuse de 10,6 milliards d'euros, en totale explosion de 55% depuis 4 ans. Résultat, la durée théorique de désendettement grimpe à près de 40 ans, alors que la norme pour une collectivité est de 12 ans. La ville ne peut plus financer ses investissements autrement que par un recours massif à l'emprunt. Ce constat est clairement posé par la CRC dans son rapport. La Chambre appelle aussi à une nécessaire maîtrise de l'encours de cette dette. Cette spirale d'endettement est le fruit de choix budgétaires irresponsables. Les dépenses sont en hausse constante, aucune économie n'est engagée et la fiscalité est toujours plus lourde, ponctionnant dès lors le portefeuille des Parisiens. La ville a déjà actionné tous les leviers, fiscalité, stationnement, redevances, loyers capitalisés,
réalisés, 2 milliards que la CRC intègre bien dans la dette, au contraire de l'exécutif. Pourtant, aucune amélioration tangible n'est perceptible dans les services publics. Et plus grave encore, plus de 12 000 Parisiens fuient la capitale chaque année. Alors, où va l'argent des Parisiens ? La CRC appelle à davantage de transparence et à un contrôle strict des dépenses. Le constat est sans appel. Il est temps de réorienter la gestion municipale vers la rigueur, l'efficacité et l'intérêt général. Groupe Les Républicains, les centristes et indépendants, demain Paris. Francis Spinner, président du groupe, et les élus du groupe. 10 ans après, protéger Paris reste notre devoir. Le 13 novembre 2015, Paris a été frappé par la violence djihadiste. 10 ans après, le souvenir des victimes reste vivant et nous rappelle que notre liberté et notre sécurité ne sont jamais définitivement acquises. Ces attaques ont révélé la vulnérabilité de nos sociétés, mais aussi le sursaut civique et la solidarité exemplaire des Parisiens face à l'horreur. Ce souvenir, c'est également tirer les leçons de ces tragédies pour mieux protéger notre ville. La sécurité des Parisiens doit demeurer une priorité. Forces de l'ordre, services de renseignement et politiques publiques doivent agir en ce sens. La prévention du terrorisme, la vigilance collective et la préparation aux crises sont indispensables pour éviter que de telles violences se reproduisent. En célébrant la mémoire des victimes et le courage de ceux qui ont sauvé des vies, nous affirmons l'esprit républicain qui fonde notre société. La résilience citoyenne se manifeste dans l'attention que chacun porte à la sécurité collective et dans notre volonté commune de bâtir une ville protégée et prête à faire face à toutes les menaces. Pour contacter le groupe Les Républicains, les centristes et indépendants Demain Paris, www.demainparis.fr, Twitter @GRPE Demain Paris, Instagram @GRPE Demain Paris. Groupe Modem et indépendant, Maud Gattel, présidente du groupe, et les élus du groupe. 13 novembre, nous n'oublions rien. 10 ans après les attentats du 13 novembre 2015, l'émotion demeure intacte. Cette nuit-là, Paris a vacillé, frappé dans ce qu'elle a de plus cher, sa liberté. Au Bataclan, sur les terrasses, au Stade de France, des vies ont été brisées parce qu'elles incarnaient la joie, la fraternité et le simple bonheur d'être ensemble. 10 ans plus tard, notre devoir est de nous souvenir pour honorer le courage et l'humanité qui s'est dressée, celle des secours accourus, des citoyens ouvrant leurs portes, des inconnus unis par la solidarité. De remercier les forces de l'ordre qui, hier comme aujourd'hui, combattent le terrorisme sans relâche. Se souvenir, c'est croire encore en la culture, en la liberté, en la fraternité. C'est dire à ceux qui voulaient éteindre la lumière que Paris brille toujours. Se souvenir, c'est affirmer que le terrorisme n'a pas vaincu, que la liberté reste notre boussole et la laïcité notre rempart. Mais c'est aussi être conscient que la haine de ce que nous sommes demeure, que le terrorisme n'a pas disparu et que nous devons ensemble ne jamais renoncer à le combattre. Aujourd'hui encore, Paris pleure ses morts, mais Paris avance.